En 2013, Leonardo DiCaprio incarne Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street, un film culte qui dénonce avec excès et ironie la cupidité et la corruption de la finance. Ce que presque personne ne savait à l'époque, c'est que le film lui-même a été financé en partie avec de l'argent volé. Plus de 100 millions de dollars détournés d'un fonds souverain censé développer un pays tout entier, la Malaisie. Alors, qui est l'homme derrière cette fraude? Un jeune financier malaisien de 28 ans, sans poste officiel dans le fonds qu'il a lui-même contribué à créer, sans expérience reconnue en gestion d'actifs, qui a réussi à détourner environ 4,5 milliards de dollars sans que personne ne le voie venir. Son nom, Joe Low. Aujourd'hui encore, plus de 10 ans après l'éclatement du scandale, il reste en fuite. Des enquêteurs, des journalistes d'investigation et des gouvernements entiers le cherchent toujours. Et depuis 2025, une piste très sérieuse a relancé la traque. Voici comment un jeune homme sans diplôme de finance a dupé Wall Street, Hollywood et le monde entier. Et comment à ce jour, personne n'a réussi à le rattraper. Joe Low, de son vrai nom Low Taek Joe, né le 4 novembre 1981 à Penang, en Malaisie, dans une famille chinoise malaisienne aisée, mais loin d'être extraordinairement riche. Son père est un homme d'affaires local respecté sans lien particulier avec les cercles du pouvoir. Le jeune Joe Low n'est pourtant pas un génie des mathématiques, ni un prodige de la finance. Son véritable talent se trouve ailleurs, dans les relations humaines. Il a un don rare pour repérer qui compte et pour se rendre indispensable. Envoyé dès l'adolescence dans la prestigieuse Harrow School en Angleterre, l'une des écoles les plus huppées du Royaume-Uni, qui a vu passer plusieurs premiers ministres britanniques, Low y côtoie déjà les enfants de familles royales et de dynasties d'affaires du Moyen-Orient et d'Asie, et poursuit ensuite ses études à la Wharton School, à l'Université de Pennsylvanie, l'une des meilleures écoles de commerce au monde. Mais là encore, Low ne se contente pas d'étudier. Il construit méthodiquement, patiemment, un réseau international. Il organise des soirées, offre des cadeaux, cultive des amitiés avec des étudiants issus des familles royales du Koweït, de Jordanie, et surtout avec un jeune homme qui va changer sa vie, Riza Aziz, le beau-fils du futur premier ministre malaisien Najib Razak. Cette amitié nouée sur les bancs de la fac va devenir la clé de voûte de toute l'opération. En 2009, Najib Razak devient premier ministre de Malaisie, et c'est là que Joe Low, un homme d'à peine 28 ans, sans poste officiel, sans expérience reconnue dans la gestion de fonds souverains, se trouve en position de lui souffler une idée qui semble sur le papier ambitieuse et patriotique, créer un fonds d'investissement national pour développer l'économie malaisienne. Son vrai nom, One Malaysia Development Berhad, One MDB. Officiellement, ce fonds doit financer des projets d'infrastructure, attirer des investisseurs étrangers et moderniser le pays. Officieusement, Low vient de se doter de l'outil parfait pour détourner en toute discrétion des milliards de dollars appartenant à l'État malaisien. Low n'apparaît nulle part dans l'organigramme officiel de One MDB. Aucun titre, aucune signature officielle. Mais dans les faits, il est de toutes les réunions stratégiques. Il facilite toutes les transactions importantes et il choisit lui-même les partenaires financiers du fonds. Pour donner une crédibilité internationale à ses montages, il lui faut une banque prestigieuse. Il trouve la complicité, active ou par négligence selon les enquêtes, de Goldman Sachs, l'une des banques d'investissement les plus puissantes du monde. En 2012 et 2013, Tim Leissner, alors président de la branche Asie du Sud-Est de Goldman Sachs, négocie pour OneMDB 3 émissions obligataires totalisant environ 6,5 milliards de dollars. Ces opérations rapportent à Goldman Sachs des commissions colossales, plus de 600 millions de dollars au total, un montant très largement supérieur aux standards habituels du marché pour ce type d'opération. Une partie de cet argent, censé financer des infrastructures pour la Malaisie, est immédiatement redirigée vers des sociétés écrans au nom anodin, comme Good Start Limited ou ABA Investment PGS Limited, créés, contrôlés en coulisses par Joe Low lui-même. Le département de la justice américain découvrira plus tard l'ampleur réelle du détournement, environ 4,5 milliards de dollars siphonnés du fonds en 2009 et 2014. Et Low ne se contente pas de cacher cet argent dans des comptes offshore, il le dépense à une vitesse vertigineuse et avec un goût prononcé pour la démonstration. En l'espace de quelques années, Joe Low devient une figure incontournable des soirées les plus extravagantes de la planète, de Las Vegas à Saint-Tropez, en passant par New York et Monaco. Pour un seul réveillon du Nouvel An, il affrète un Boeing 747 privé pour transporter des dizaines de célébrités jusqu'en Australie, fête le passage à la nouvelle année sur place, puis repart aussitôt pour Las Vegas afin de le célébrer une seconde fois dans un fuseau horaire différent. Lors d'une soirée restée célèbre à New York
il se lance dans une véritable guerre de bouteilles de champagne avec l'héritier d'une grande famille de l'immobilier américain. Le montant total annoncé publiquement par le DJ devant la foule dépasse plusieurs centaines de milliers de dollars en une seule nuit. Les photos où on le voit entouré de Paris Hilton et de dizaines de magnums illuminés font le tour du monde. Il achète un super yacht estimé à plus de 250 millions de dollars qu'il baptise Equanimity, un nom presque ironique pour un homme qui vivra bientôt en cavale perpétuelle. Il dépense plus de 200 millions de dollars en œuvres d'art en moins de 2 ans dans des toiles de Picasso, Monet et Basquiat. L'une d'elles, un Picasso, finira même comme cadeau offert à Leonardo DiCaprio. Il finance aussi le train de vie de son entourage. Bijoux, sacs à main de grands couturiers, appartements de luxe à New York, Londres, Los Angeles. Une partie de cet argent transite directement vers Najib Razak et son épouse, Rosma Mansour, réputée pour sa collection de sacs à main. Mais la dépense la plus spectaculaire et la plus révélatrice de l'ambition de Lowe reste ailleurs, dans le financement discret de Hollywood. Riza Aziz, le beau-fils du Premier ministre, l'ami de Lowe depuis leurs années d'études, fonde en 2010 une société de production à Hollywood, Red Granite Pictures. Avec de l'argent en grande partie détourné de 1MDB, Red Granite finance plusieurs films, Dumb and Number 2, Daddy's Home, avec Will Ferrell et Mark Wahlberg, et surtout le plus emblématique d'entre eux, Le Loup de Wall Street, de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Et l'ironie est presque trop parfaite pour être inventée. Un film qui dénonce la cupidité, la démesure et la fraude financière à Wall Street, financé en partie par l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire moderne. Le nom de Joe apparaît même dans les remerciements du générique de fin, aux côtés de célébrités et de producteurs légitimes. Le film sort en décembre 2013. C'est un succès mondial. Plus de 392 millions de dollars de recettes au box-office, 5 nominations aux Oscars. Il est même projeté en Malaisie, un pays majoritairement musulman, où les scènes de nudité et d'excès sont normalement censurées, mais où il obtient une autorisation spéciale. L'épouse du Premier ministre en fait elle-même la promotion, allant jusqu'à le présenter dans des établissements scolaires comme un exemple de réussite malaisienne à l'international. À l'époque, personne ne fait vraiment le lien entre le film et le scandale à venir. Il faudra attendre le travail méticuleux puis l'enquête approfondie de 2 journalistes du Wall Street Journal, Tom Wright et Bradley Hope, pour que le film commence à se dérouler. L'un des premiers déclics est un nom qui revient sans cesse dans les documents financiers et dans le générique du film, celui de Riza Aziz. Plus tard, la justice américaine ira jusqu'à demander à Leonardo DiCaprio de restituer certains cadeaux et œuvres d'art, dont le fameux Picasso. DiCaprio, jamais inquiété personnellement, coopérera avec les autorités et rendra plusieurs objets, affirmant n'avoir jamais eu connaissance de l'origine réelle des fonds. En 2015, le scandale éclate au grand jour. Le site d'investigation The Edge publie en premier, puis le Sarawak Report, puis le Wall Street Journal, et coup sur coup, il révèle l'ampleur réelle du système. Najib Razak est accusé d'avoir personnellement reçu environ 700 millions de dollars directement sur ses comptes bancaires privés, de l'argent que ses avocats qualifieront sans succès de don d'un prince saoudien. La police malaisienne perquisitionne ses résidences et saisit plus de 500 sacs à main de luxe et environ 12 000 bijoux, estimés à plus de 270 millions de dollars au total. C'est la plus grande saisie de l'histoire du pays. En 2020, Najib est reconnu coupable d'abus de pouvoir, de blanchiment d'argent et d'abus de confiance et condamné à 12 ans de prison. Il entame sa peine en 2022 avant qu'elle ne soit réduite de moitié par une grâce royale controversée, ce qui suscitera une vive polémique en Malaisie. Goldman Sachs a éclaboussé à son tour. Tim Lesner plaide coupable de corruption et de blanchiment d'argent devant la justice américaine. Et en 2020, la banque elle-même doit payer plus de 2,9 milliards de dollars aux autorités américaines, britanniques, singapouriennes et malaisiennes, l'une des amendes les plus lourdes jamais infligées à une banque d'investissement. Le département de justice américain saisit aussi les bénéfices futurs du Loup de Wall Street, au titre de recouvrement d'avoirs volés. Les producteurs de Red Granite Pictures acceptent eux de payer 100 millions de dollars pour clore le dossier sans reconnaître formellement leur culpabilité. Quant à Joe Lowe, le cerveau présumé de toute l'opération, il disparaît purement et simplement. Interpol émet une notice rouge contre lui dès 2016. Les États-Unis, Singapour et la Malaisie le recherchent activement. Il est même jugé et condamné par contumace, notamment au Koweït en 2023, à 10 ans de prison pour blanchiment d'argent. Mais physiquement, personne ne parvient à le localiser avec certitude, jusqu'à des révélations beaucoup plus récentes. Pendant des années, les spéculations sur sa localisation se multiplient. Taïwan, Macao,
la Birmanie, sous la protection de généraux militaires ou encore la Chine. En juin 2025, l'affaire connaît un rebondissement majeur. Bradley Hope et Tom Wright, les deux journalistes qui avaient révélé le scandale à l'origine et coécrit le livre Billion Dollar Whale, annoncent lors d'un live stream intitulé Finding Joe Low être parvenus à le localiser. Selon eux, Low vivrait dans un manoir à Green Hills, un quartier ultra huppé de Shanghai, et se déplacerait à travers la Chine sous une fausse identité, avec un passeport australien falsifié au nom de Constantino Achille Weiss. Cette annonce relance immédiatement la pression diplomatique. Le premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, déclare n'avoir reçu aucune information officielle confirmant ces éléments, tout en promettant de vérifier auprès de son ministre de l'Intérieur. De son côté, Pékin dément comme il l'a toujours fait héberger le fugitif. Et en juillet 2026 encore, tout récemment, le gouvernement malaisien a dû démentir des informations selon lesquelles Joe Low aurait été présent en Malaisie en toute discrétion aux côtés d'une délégation chinoise venue négocier un plan de remboursement lié à OneMDB. Autrement dit, plus de 10 ans après le début du scandale, l'affaire n'est toujours pas classée. Joe Low reste l'un des fugitifs financiers les plus recherchés au monde, potentiellement protégé par des intérêts qui dépassent largement sa seule personne. Alors, que retenir de cette histoire hors norme? D'abord que les plus grandes institutions financières du monde, Goldman Sachs en tête, peuvent se retrouver complices volontairement ou par négligence coupable des plus grandes fraudes de l'histoire économique récente. Ensuite que l'industrie du divertissement n'est jamais aussi déconnectée de la finance mondiale qu'elle voudrait le laisser croire. L'argent volé à un pays tout entier a fini par financer l'un des plus grands succès cinématographiques de la décennie. Un film qui, ironie suprême, dénonçait exactement ce type de fraude. Et enfin, que les plus grands criminels financiers ne portent pas toujours un costume sombre derrière un bureau. Parfois, ils dansent en boîte de nuit, entourés de champagne et de célébrités, pendant que des milliards disparaissent en silence et que plus de 10 ans après, ils continuent d'échapper à la justice. Joe Low court toujours. Et à l'heure où je te parle, personne ne sait avec certitude où il se trouve vraiment. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi pour découvrir d'autres scandales qui mélangent l'argent, pouvoir et célébrité. À bientôt.